Bienvenue au Café du Vendredi. Vous écoutez... Pas sorti du bois! Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des mélanges pour boissons Ultra Énergie. Grâce à NAC, ingérer ces calories liquides est plus facile que jamais. Mélangés dans 500 ml d'eau, leur drink mix te donne 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. Et comme NAC est toujours à la recherche d'amélioration puis d'optimisation de ses produits, la nouvelle recette des mélanges pour boissons contient de la protéine de canola en remplacement de la protéine de soya puis de pois pour apporter un profil plus large d'acides aminés. Puis, ils ont ajouté du palatinose en remplacement de la farine d'avoine. Ça, le palatinose, c'est un sucre issu de la betterave qui est progressivement absorbé par l'organisme, ce qui entraîne une baisse moins prononcée de la glycémie. Puis tant qu'à améliorer leurs produits, la nouvelle recette de Drink Mix se dilue beaucoup mieux dans l'eau, ce qui facilite l'étape du mélangeage pendant l'effort. Pour essayer ça, va sur le nac.com, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce nouveau café du vendredi. Je suis seul au micro dans le confort de mon petit studio maison, mais je vous le dis, ça ne durera pas longtemps. Aujourd'hui, c'est un café du vendredi semi en direct parce que le cœur de l'épisode a été enregistré ce matin même à Lac-Beauport, à l'événement de course organisé avec le Café Mobile Camp de Base, avec un K. Il y avait du beau monde au rendez-vous, on a couru dans les sentiers de la clinique du coureur, on les remercie d'ailleurs, puis on a pris un café dans le parking après. Bref, la sortie matinale de course, parfait. C'est ce qui explique le petit délai de diffusion. D'habitude, le café du vendredi, c'est le matin, mais là, c'est quasiment rendu un apéro du vendredi. Bref, comme tout épisode Café du vendredi, on commence avec un mini-tour des actualités dans le monde du trail et spécifiquement sur le défi des couleurs où il s'est réellement passé quelque chose de spécial le week-end dernier. Tout d'abord, premier sujet, j'ai le plaisir de vous annoncer que Pas sorti du bois retourne au Noctem pour un enregistrement devant public. Ça va avoir lieu le dimanche 10 novembre prochain de 13h à 16h. De la bonne bière, du bon temps, 2 enregistrements puis des invités qui sont déjà bookés que vous voulez absolument entendre. Ça va être des maudits bons épisodes, là, pas de doute là-dessus. Comme d'habitude, il y a 30 places seulement, puis je distribue ça aux auditeurs de manière ludique. Il n'y a pas de prix, c'est simple de même. Aujourd'hui, vous devez répondre à une question toute simple. Quelle est l'altitude exacte au sommet du Mont-Saint-Anne dans la région de Québec? Pas le dénivelé positif de la montagne, là. L'altitude exacte. Les 5 premières personnes qui vont m'écrire la bonne réponse via la messagerie Instagram ou Facebook des médias sociaux de Pas sorti du bois vont remporter chacun 2 places. Donc, c'est 10 places que je donne direct comme ça. C'est le 10 novembre prochain, en après-midi, au Noctem Saint-Malo, dans la ville de Québec. Faut être disponible et bien sûr, il faut être dans le coin de Québec ou être prêt à faire de la route, là, je juge pas. Bref, bonne chance tout le monde. Deuxième petite nouvelle, c'est encore des tirages. On est là pour donner des cadeaux. C'est un café du vendredi bien festif. La 12e tournée Trails in Motion est de retour au Québec cet automne. C'est une tournée internationale qui présente environ 2 heures de films de course en sentier, des courts-métrages puis des moyens-métrages d'un peu partout dans le monde. La portion québécoise de la tournée est organisée par Événement Arikana qu'on connaît pour l'UTHC notamment. Puis il y a 17 dates au Québec. Ça commence le 2 novembre à Percé, donc dans le patelin de l'ami Jeff Tapp. Puis ça se poursuit ensuite à Valmorin, Bromont, Montréal, Rouyn-Noranda, Chicoutimi, Saint-Georges, Carleton-sur-Mer, Belleuil, Gatineau, Sherbrooke, Shawinigan, Rivière-du-Loup, Rimouski et Québec. Bref, un World Tour du Québec. Tu veux pas manquer ça? Il y a toujours des petits bijoux. Moi, je suis un gros fan de ce festival de films-là. C'est intéressant, cette année, il y a un film québécois, Punk de Trail par Lou William Théberge. Puis c'est la première fois qu'un film d'ici est sélectionné par le comité de Trails in Motion pour être diffusé dans le cadre de la tournée mondiale. Donc ce film-là québécois dans lequel on peut voir Steve Parent et Jean Fortier du QMT notamment. Ça va faire le tour du monde. C'est pas juste la tournée québécoise. C'est vraiment très hot. Félicitations à Lou William Théberge pour son film. Événement Arikana et Pas sorti du bois t'organise un tirage pour gagner 2 paires de billets. On a une paire de billets à faire tirer pour Montréal les 8 ou 10 novembre et une paire pour Québec les 6 ou 7 décembre.
Pour participer, c'est simple, écris-moi le titre de ton film de trail préféré via la messagerie Facebook ou Instagram de Pas sorti du bois, puis mentionne aussi dans quelle ville tu veux gagner, c'est important. Donc, une paire de billets pour Québec, une paire de billets pour Montréal. Moi, par exemple, j'écrirais à Pas sorti du bois en disant « Hey, Unbreakable pour la ville de Québec ». Facile, let's go, écrivez-moi. Les boîtes de messagerie de Pas sorti du bois vont exploser dans les prochains jours avec le concours Noctem et le concours Trails in Motion. Pour Trails in Motion, on se donne 10 jours, donc la date limite pour participer est le 29 octobre 2024, bien sûr. Puis cette date-là, en fait, le lendemain, je ferai tirer les paires de billets, puis j'annoncerai tout ça en grande pompe pour féliciter les gagnants. Donc, bonne chance tout le monde. Autre sujet, c'est présentement la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion, une course mythique qui fait partie des 100 miles les plus réputés, les plus difficiles au monde. Le départ a été donné hier, jeudi à 14h, heure du Québec, puis c'est en cours présentement. Je tiens à souligner la présence d'une quinzaine de Québécois sur les différentes épreuves. D'abord, sur l'épreuve reine, la Diagonale et ses 175 km et 10 150 mètres de dénivelé positif. Ouch! Il y a bien sûr notre franco-québécois préféré, Mathieu Blanchard. Il y a aussi Simon Guérard, un Québécois qui vit aux États-Unis, qui enchaîne les courses et en fait des quinzaines par année, des 100 000 et plus. Il y a aussi Mathieu Masdoumier, Benoît Pasquier, Olivier Vigneault, Xavier Fognini, Grégory Couens, Pierre Guegan, Catherine Dion, Corinne Brett, Fatih Mera, Richard Lavictoire et Stéphane Girard. On leur souhaite la meilleure des chances. Ils sont présentement, au moment où vous écoutez cet épisode-là, si vous l'écoutez assez rapidement après sa diffusion, ils sont quelque part entre le point de départ et le point d'arrivée de cette Diagonale des Fous. Sur le trail de Bourbon, la petite sœur de 100 km et 6000 mètres de dénivelé positif, il y a Sonia Martin, alors que sur la Mascarène, il y a une épreuve de 70 km et 4000 mètres de dénivelé, il y a Charles Carrier. Sur la Métis Trail, donc c'est une nouvelle épreuve de la Diagonale, 50 km, 2600 mètres de D+. On a 3 Québécois, il y a Sandrine Tirode, José Martineau et Steve Pajot. On leur souhaite à eux aussi une excellente course et beaucoup de fun sur l'île de la Réunion. Bien sûr, il y a une délégation d'une trentaine de Québécois qui sont là pour le projet de la Diagonale des Fous inclusive. Ça fait 2 ans que ça se prépare. On les a vus à différents événements pour s'entraîner pour ce gros défi. Puis c'est là que ça se passe. Samuel Saucier et sa Joëlette, adaptés au sentier, vont parcourir 100 km et 5000 mètres de dénivelé positif dans les sentiers arpentés de la Réunion sur 4 jours. C'est complètement fou. C'est un accomplissement physique, mental, puis humain, je pense, pour cette gang-là qui va tout vivre ça là-bas en grand groupe. La vibe a de l'air assez folle. Je pense qu'ils sont 24 Québécois à s'alterner pour transporter la Joëlette à travers ces 100 km-là. C'est un magnifique projet. Allez les suivre. Diagonale des Fous inclusive. En fin de semaine, c'est aussi le Bromont Ultra en Estrie. C'est un événement exceptionnel que vous devez absolument mettre à votre bucket list québécoise. Moi, j'ai de très, très bons souvenirs de mon premier 100 000 sur ce parcours-là en 2021. Puis, j'ai très hâte d'y retourner. Je souhaite donc une belle journée dans le bois à toutes celles et ceux qui participent cette année. Je rappelle que c'est une course caritative, donc une façon d'y participer quand on est loin et qu'on a le faux mot dans le piton, comme moi en ce moment. C'est de faire un don. Un événement comme ça donne un sens à un sport qui n'en a pas toujours. On court pour nous, on court pour le dépassement de soi, on court pour l'esprit de communauté, mais quand on peut faire tout ça puis en plus contribuer à aider des gens qui n'ont pas notre chance, c'est encore mieux. Donc c'est un bel événement, puis je souhaite un bon BU à tout le monde qui est du côté de l'Estrie de Bromont ce week-end. J'arrive au sujet principal de l'épisode, le défi des couleurs. Le week-end dernier, c'était cet événement-là qui se tient depuis une dizaine d'années dans le secteur du Mont-Sainte-Anne à Québec, avec 4500 participants. Ça en fait le plus gros événement de trail en Amérique du Nord. Rien de moins dans notre cour arrière ici. C'est complètement fou. Comme était venu l'expliquer Julien Lacasse à l'épisode 186, l'événement accueillait pour la première fois les championnats canadiens de course en montagne. C'était l'an 1 de 3 parce que ces championnats-là vont se tenir au défi des couleurs en 2025 et en 2026 encore. L'élite canadienne et même américaine était réunie sur la côte de Beaupré pour s'aligner sur 2 épreuves hyper relevées. D'abord, le samedi, c'était le vertical, une course de 4,6 km avec 800 mètres de dénivelé positif qui partait en bas de la chute Jean-Larose, qui gravissait les 400 marches puis qui menait les coureurs jusqu'au sommet du Mont-Sainte-Anne, un presque kilomètre vertical qui explosait les mollets, pas de doute là-dessus. Ensuite, le dimanche, c'était le classique up and down, une épreuve de 11 km et 1000 mètres de dénivelé avec 2 ascensions et 2 descentes du centre de ski. Sur ces 2 compétitions-là, ce qui est malade, c'est que Julien Lacasse puis l'équipe du Défi des couleurs avaient réussi à réunir sans aucune hésitation le peloton le plus compétitif de l'histoire du trail canadien. Puis il n'y a pas d'exagération, là. Si on regarde
les cotes ITRA, si on regarde les UTMB Index des coureuses et des coureurs qui étaient là, ça avait aucun sens. On va explorer ces deux courses-là en seconde partie d'épisode avec Julien, mais en attendant, je peux vous parler de moi, mon expérience personnelle, parce que dès la fin de ma conversation avec Julien, l'épisode 186, je savais que je voulais m'inscrire à ça, bien sûr avec aucune intention de compétitionner, mais finalement, on était une grosse gang de curieux comme moi dans la catégorie Open qui sont allés se tester sur ce format-là, puis je peux vous dire que la veille de la course, puis le matin même, j'ai vécu une genre de fébrilité que j'avais pas ressentie depuis longtemps dans une course. Je suis toujours bien hype sur une ligne de départ, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas lancé sur quelque chose d'autant inconnu. T'sais, chaque 100 km ou chaque 100 000, c'est une épreuve différente, parfois effrayante, mais c'est un type d'effort auquel je suis habitué. Sur du long comme ça, moi je pars à mon pace de diesel, puis on continue d'avancer, puis à un moment donné ça fait mal, mais on continue d'avancer. Quand t'en fais un nouveau, tu sais que tu vas te mettre à peu près dans ce mode-là, peu importe le contexte. Là, dans ce cas-ci, c'est complètement différent, c'est de l'inconnu, c'est se lancer sur 4 km qui monte tout le long avec l'idée de se pousser à sa limite pour voir ce que ça fait. Puis croyez-moi, j'en ai eu pour mon argent. Le vertical du samedi, c'était brutal, c'était du plaisir de type 2. Ça fait mal, ça goûte le sang, mais l'ambiance était vraiment tripante, puis honnêtement, je me rappelle pas d'avoir souffert comme ça dans une course. Si c'était à refaire, je me serais sûrement pacé un peu différemment parce que j'ai essayé de me garder du jus pour la fin, mais ça servait à rien de s'en garder parce que à la fin, il y a un bon mur, puis peu importe le gaz qui te reste, c'est à pic, tu power hike, puis c'est tough. Fait que c'est drôle, j'en parlais avec Rémi Leroux, je comptais à peu près ça. Rémi Leroux, qui est notre spécialiste québécois de ce genre d'épreuve-là, puis il me disait que dans une épreuve comme ça, dans du gros vertical, quand tu as des bonnes sensations, garde pas de jus pour plus tard, profite-en, parce que si t'as des bonnes sensations, crois-moi, ça va passer. Fait que dans l'immédiat, là, tu te sens bien, donne tout, ça sert à rien de se garder du jus pour plus tard, parce que plus tard, ben, il va être trop tard. Le dimanche, c'était le classique up and down, puis là, c'était vraiment du gros fun à l'état pur, c'était intense, mais mieux balancé avec de la grosse montée puis de la grosse descente, question de changer le mal de place. C'était sur des pistes de ski que je connais bien, fait que là, je savais exactement comment gérer mon effort, ou ralentir un peu, ou en tout cas laisser la descente faire son œuvre, puis ou pousser, puis fuck la gravité, on y va à fond la caisse. Maudit que c'était le fun. Il faisait gros soleil, les couleurs étaient magnifiques. Il n'y avait pas de neige au sommet comme la veille. Bref, c'était vraiment une magnifique façon de clore ma saison de trail. J'en reparle plus tard avec Julien, mais le défi des couleurs, c'est vraiment spécial comme événement. Il y a de l'ambiance. Le paysage est complètement fou, c'est magnifique. Mettez ça à votre bucket list québécois. Je parlais de Bromont tantôt. Je sais, j'ai pas beaucoup de sens critique quand je parle de nos événements trail au Québec. Je les aime toutes, mais je ressors vraiment sur un gros hype du défi des couleurs. Je vous en dis pas plus. On se garde ça pour la deuxième partie de l'épisode en compagnie de Julien Lacasse et tout le monde qui était à l'événement avec Camp de base au Lac-Beauport. C'était vraiment cool. Donc, on écoute le conseil de coach Natacha puis on se dit à tantôt pour la deuxième partie de l'épisode. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. Natacha, la saison de trail tire à sa fin pour plusieurs. Est-ce que c'est une bonne idée de se permettre une longue pause? Les pauses du macrocycle, donc dans une année complète, ils permettent à la tête et au corps de se reposer. Il y a un de mes enfants qui disait « Maman, des beignes glacés au chocolat, je peux pas en manger tout le temps parce que si j'en mange trop, j'ai peur de plus aimer ça. » Je trouve que quand on y pense, ça peut se rapporter au sport qui nous passionne beaucoup. Fait que quand on en fait trop, on peut ne plus aimer ça. Fait que ça, c'est la première raison pour prendre des pauses, ne plus aimer ça. La deuxième, c'est de faire du bien au corps. Ça ne veut pas dire de ne pas faire d'activité physique, mais peut-être d'aller dans un sport de transfert. Puis la troisième raison pour laquelle j'encourage des gens à penser à d'autres choses qu'à la course, c'est pour faire attention aux sentiers. Parce que l'automne, on commence à avoir des périodes de gel et de dégel au sol. Quand on court sur un sol qui vient de dégeler, puis quand il y a plusieurs personnes qui y passent, bien, on risque d'abîmer le sentier. Puis comme on veut en profiter longtemps de nos beaux sentiers, bien, il faut y faire attention. Fait qu'on prend une pause, on recommence intelligemment avec un programme fractionné, le programme 2 ou 3 de la clinique du coureur, là, qui sont super parfaits. Puis surtout, mais surtout, on garde le plaisir de courir. Voilà. Merci beaucoup, Natacha. Bienvenue. Julien Lacasse, bienvenue à Pas sorti du bois. C'est le deuxième passage. On a fait le avant défi des couleurs à l'annonce de ces championnats canadiens de course en montagne-là. Là, c'est le après. Comment tu te sens? Je me sens super bien. C'est cool d'avoir eu une belle gang comme ça qui sont venus participer à ces événements-là.
les championnats canadiens, mais également les 11 autres épreuves, les 10 autres épreuves du défi des couleurs. Fait qu'on était vraiment une super belle gang. Puis ça a été un week-end magique qu'on a tous vécu ensemble. Là, fait que j'ai adoré. Tantôt, je te présentais aux gens, je disais que tu étais le grand Manitou des championnats canadiens de course en montagne. C'est toi qui as été l'instigateur d'amener ça au défi des couleurs pour les 3 prochaines années. En fait, les 2 prochaines années, on a une de faite. Est-ce que c'est à la hauteur de tes espérances? Je l'espère bien. Moi, mes espérances, j'avais des attentes quand même élevées parce que j'avais des grandes idées puis des projets un petit peu fous. Puis ces projets-là, vraiment, j'ai pu les mettre, ces projets sur papier, j'ai pu les mettre à exécution. Puis j'ai vraiment adoré le fait d'avoir de la liberté pour pouvoir proposer mes idées à tout le monde, puis que ces idées-là embarquent, puis réaliser que ces idées-là, ben elles ont fonctionné, puis que ça a donné un show qui a vraiment été assez incroyable. Fait que, ben d'abord, j'aimerais vraiment remercier l'équipe au complet du Défi des couleurs. Là. Moi, faut le dire, c'est un événement à 4500 participants, fait que moi, je ne suis qu'un vulgaire pion dans cette équipe-là. J'ai pris en charge les championnats canadiens, mais Défi des couleurs, c'est une grosse équipe, une petite équipe, mais qui fait des grandes choses avec des grandes responsabilités. Donc, le directeur de l'événement, Sébastien Lachance, le directeur des parcours, Frédéric Bourque, puis tout ce monde-là, on s'est mis en gang pour essayer d'organiser quelque chose de vraiment cool. Puis le résultat, semble-t-il, a été bien reçu et ça a été un succès. En fait, la fin de semaine était complètement folle. Je veux dire, 4500 participants, je le disais dans la première partie de l'épisode, c'est le plus gros événement trail en Amérique du Nord. Je veux dire, l'ambiance était complètement folle. Puis d'insérer ces championnats-là dans le cadre d'un événement, c'est un bon flash aussi, dans le sens où tu aurais pu créer quelque chose de toute pièce à une autre date, mais là, tu n'aurais pas bénéficié de tout ce qui est déjà en place pour le Défi des couleurs, qui est une organisation qui est rodée depuis longtemps, qu'il y a une équipe médicale, c'est l'équipe médicale du QMT, il y a une grosse équipe derrière ça, comme tu le disais, fait que là, c'est de s'insérer dans quelque chose qui existe déjà, puis ça a très bien marché. Puis moi, ce que j'ai trouvé beau aussi, c'est que les gens ont répondu positif, pas juste au point de vue élite. On était une gang de catégorie open, puis j'ai l'impression que ça va gagner ça aussi en popularité dans les prochaines années, d'essayer ça. Tu sais, la course en montagne, on avait parlé la première fois que tu es venu au podcast, c'est une discipline qui, en Europe, c'est énorme, mais ici, c'est encore nouveau, puis on dirait que le fait qu'on a des Québécois qui performent très bien à l'international, ça a attiré l'attention, le fait qu'on en parle plus, mais là, d'avoir un événement, vraiment de le faire au Québec dans vraiment la pure tradition de la course en montagne avec des parcours typiques, un vertical, un classique up and down, ça amène une visibilité pour ce sport-là. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de curieux. Est-ce que tu es surpris de l'engouement qu'il y ait autant de monde, même dans les catégories open, qui sont venus au-delà de la compétition en avant du pack, venir tester cette discipline-là? Ah ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool à voir. Là. J'étais vraiment excité de voir d'abord les élites se défoncer les uns après les autres, mais après ça... Les Open qui sont passés, vraiment, ils se sont autant donnés que les élites. Donc ça, c'était vraiment beau à voir. Puis les Open, puis même les spectateurs, j'ai vu qu'il y a eu de l'engouement un peu partout sur le parcours. Il y avait du monde, pas seulement à un endroit, il y avait du monde tout le long du parcours. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai parlé à certains athlètes, notamment Rémi Leroux, qui a fait des courses en montagne un peu partout dans le monde dans les dernières années. Puis même lui me l'a dit, c'était un événement avec un parcours qui était plus européen qu'à l'européenne même. Là. Donc c'était vraiment typique. Et puis on avait l'engouement, les spectateurs étaient là. Donc vraiment, ça a donné quelque chose, un rendu vraiment exceptionnel. Ouais. Il y avait un souci, comme tu dis, il y a des paramètres de ce type de course-là, puis au Québec, on est très dans le technique. On est au lac Beauport en ce moment, on vient de faire le 5 km de la clinique du coureur, on est loin d'un terrain roulant. Dans ce cas-ci, des épreuves de vertical, des épreuves de up and down, je pense que typiquement, il faut que ça soit assez roulant. Le but, c'est d'aller extrêmement vite. Quand il est venu le temps de mapper ces parcours-là, tu connais bien le Mont-Sainte-Anne, on en avait parlé la première fois sur le podcast, mais il y avait un souci aussi d'entretenir ces sentiers-là. Je sais que tu as passé beaucoup de temps dans les derniers mois, on se parlait une fois de temps en temps, puis tu soufflais les parcours, il y avait des bons défis. C'était-tu la première fois que tu faisais du trail work comme ça en préparation d'un événement, puis de prendre soin des parcours, t'assurer qu'ils sont parfaits le jour J? Oui, ça, c'était assez nouveau pour moi. Là, puis vraiment, je voulais rien laisser au hasard. Puis je voulais vraiment que ces parcours-là soient le plus clean possible pour vraiment de ne pas avoir d'excuses après ça. Puis que l'événement, vraiment, je me donne un maximum de chances qu'il soit une réussite. Puis vraiment, je voulais essayer de limiter le plus possible le facteur technique.
puis les rendre les plus propres possibles parce que je voulais vraiment que tous les coureurs et les coureuses soient pas limités par le parcours puis qu'ils puissent vraiment exploiter leur forme du moment. Ouais. Donc, là-dessus, ça a été réussi aussi. Là. Un des défis qu'on avait parlé, c'était justement d'aller chercher quasiment un 800 mètres sur un vertical. Je veux dire, au Québec, des 1000 mètres, on n'a pas ça aussi facilement qu'en Europe. Il y avait la solution de partir d'en bas de Jean-Larose. C'est un excellent flash. Ça te fait un 800 mètres sur 4 km, mais ça fait qu'il y a un petit bouchon qui peut se créer parce que c'est un escalier. Je pense que c'est pas typique dans une course verticale d'avoir 400 marches dans le premier kilomètre. Comment ça s'est passé, finalement, de partir le plus loin possible sans être trop loin? Y a-t-il un bouchon qui s'est formé d'un point de vue élite? Est-ce que les gens ont apprécié le défi de commencer avec un escalier? Oui, ben d'abord, je tiendrais à peut-être m'excuser aux coureurs qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des escaliers. Je crois que ça a été quand même mentionné assez régulièrement, oui. Mais il y a quand même certains coureurs qui viennent de plus loin, des États-Unis et de l'Ouest du Canada, qui ont peut-être manqué l'information puis qui ont été un peu surpris quand ils ont vu les marches arriver en début de course. Donc, c'est sûr que ça a changé la dynamique de course. Puis, avec notre équipe, logistiquement, ça a causé un petit peu plus de... On s'est creusé un petit peu plus les méninges pour essayer de vraiment optimiser tout ça, parce que c'est sûr, il y a une traversée de route aussi. Il faut se coordonner avec le ministère du Transport du Québec pour s'assurer que tout se passe bien avec la traversée. Donc, on a fait des vagues. On a essayé de vraiment briefer tout notre monde pour qu'ils se rendent au départ le plus rapidement possible, pour pas qu'ils soient dans le chemin. Il y avait le public aussi. Ouais. On était un week-end au pic des couleurs, donc un samedi midi. Il y avait du monde dans les escaliers, dans la trail. Donc, on s'est vraiment équipé On avait beaucoup de main-d'œuvre, on avait du bénévole, on faisait de la sensibilisation. Fait que oui, logistiquement, ça a été plus compliqué, mais vraiment, ça a été pas un risque, mais ça a été... quelque chose qui en a valu la peine parce que faire un départ de course avec un backdrop, des chutes Jean-Larose, vraiment, tous ces efforts-là, quand tu regardes ça, en valent vraiment la peine. Puis ce 800 mètres de dénivelé-là, on l'a fait d'un coup, one shot, puis ça a été vraiment, vraiment cool de pouvoir le vivre comme ça. Oui, puis ça devient une espèce de signature aussi, dans le sens où, oui, c'est pas l'idéal. Dans le meilleur des mondes, tu aurais un 1000 mètres qui se prend direct dans un sentier, mais on est au Québec, il y a des contraintes différentes. Par contre, ça devient une particularité, ça devient une carte postale pour la course qui va avoir lieu encore 2 ans au minimum, parce que c'est 3 ans, ces championnats-là vont se tenir au Mont-Saint-Anne. Puis maintenant, les athlètes vont le savoir, puis c'est un entraînement spécifique à faire. T'sais, moi, si c'était à refaire, c'est cette portion-là que j'aurais travaillé différemment, parce que ça part raide au début, puis ensuite, tu avais quoi, un genre de 700-800 mètres avant d'attaquer la vraie montée dans la montagne, puis ça te scie les jambes, 400 mètres en partant, fait que t'es supposé faire ce kilomètre-là à pleine vitesse, puis les jambes sont comme « Qu'est-ce qui se passe? Je viens de monter 400 marches semi-réchauffées. » Ça devient une particularité, puis les meilleurs ont réussi à le faire, puis ça les a pas contraints, ça fait juste changer la donne, fait que ça fait une belle particularité. Parlons des courses, justement, d'un point de vue élite, ce qui s'est passé, le vertical, en fait, dans les 2 cas, tu avais un plateau élite, je l'ai dit dans la première partie de l'épisode, c'était le plus gros plateau élite qu'il y a jamais eu au Canada, de l'histoire, là, en termes d'index UTMB, de Cotitra. C'était stratosphérique, hein, j'ose utiliser le terme. Parlons du vertical. Comment, toi qui as vu la course se dérouler, qui as vu les résultats, comment tu l'analyses? D'abord, comme tu l'as dit, là, c'est un effort qui était vraiment difficile à jauger avec des escaliers en début de parcours qui cassent le rythme. Une relance qui est quand même assez longue, là, de plus d'1 kilomètre partie sur l'asphalte. Ensuite, un mur, carrément un mur de l'Express qui avance pas, une dernière relance, puis un dernier mur pour finir. Donc vraiment, ça prenait un type d'athlète qui est capable de gérer ses efforts puis sa gestion de course. Donc, on a notre champion canadien qui est Alexandre Ricard qui nous a fait un temps de pas de classe. Là. Est-ce que tu pensais que ça allait aller sous les 30 minutes? Honnêtement, j'avais estimé des splits pour nos bénévoles et notre monde au sommet autour de 30 minutes. Là, j'avais osé caler le 29 minutes 59, mais j'aurais jamais cru qu'Alex nous aurait sorti un 27-40 quelque chose. Donc, c'est une performance world class. Là. C'est vraiment... C'est difficile à essayer de comprendre comment il a pu aller aussi vite là, devant des gars qui en ont fait des courses et qui en ont un gros bagage. Là, un Rémi Leroux, là, Rémi qui m'a expliqué qu'il avait comme stratégie d'essayer de suivre Alex
surtout dans les moments avec les grosses pentes, puis que c'est à ce moment-là qu'Alex s'est détaché. Donc, non, Alex était vraiment dans un autre niveau, puis c'est une performance world class qu'il a fait de sa part. Fait que chez les hommes, il y a eu Alex, et chez les femmes, ça a été hyper impressionnant de voir la bataille du quatuor de tête chez les femmes, là. C'est pour ça que je suis tellement fan de course en montagne. C'est pour des combats comme ça qu'on a vu. Je pense qu'il y a eu un 20 secondes qui a séparé les 4 premières femmes. Et puis, on savait pas jusqu'à la toute fin qui allait remporter la course. On a eu Elisa Morin avec Jade Belsberg, une Américaine du Connecticut, Amber Zimmerman, et puis évidemment notre Olympienne locale, Anne-Marie Comeau. Donc, les 4 ont bataillé pour les premières places. Puis, ça a vraiment été un show exceptionnel de les voir se battre jusqu'au tout dernier moment, là. C'est fou. On entend de plus en plus parler ce temps-ci de le trail aux Olympiques. Est-ce que ça va se faire? Puis des fois, la question est comme, ouais, mais de l'ultra... J'adore ce sport-là, mais ça serait pas intéressant pour le grand public aux Olympiques. C'est pas de quoi, tu sais, ça dure des heures, mais dans un cas comme ça, de la course en montagne pure, ça nous a donné un show exceptionnel, puis c'est le meilleur argument pour dire que oui, ça serait intéressant, 1 kilomètre vertical ou peu importe. Le show qu'on a eu, puis grâce à Distance Plus, je les salue, tu sais, Nico Fréret, mais Juliane qui était là avec la caméra, ça nous a fait des images de fou. Je veux dire, le dernier 2 minutes de course, Elisa qui perd la première place. On voit l'Américaine la distancer un peu, prendre un peu de vitesse. On voit Elisa se mettre à power hiker à un moment où l'autre, la première, court. Puis à un moment donné, Elisa fait juste plein gaz puis la dépasse à une vitesse. On dirait que la fille qui tombe deuxième, on dirait qu'elle est au ralenti. Tu sais, Elisa, c'est une coureuse de route extrêmement performante aussi. On l'a vu remporter le demi-marathon de Québec 1 semaine avant les championnats canadiens de course en montagne. Elle a un moteur, tu sais, une vitesse exceptionnelle. La vidéo vaut 1 million. Je veux dire, on n'a pas vu de vidéo aussi cool entre elles au Québec depuis. C'est Martin Dagenet qui dépasse Christo Lévesque-Savard à l'UTHC 28 il y a une couple d'années, un dépassement de fin de course. C'est pour des images comme ça, c'est pour des performances comme ça que la courte distance est vraiment trippante. Allez voir ça, ceux qui n'ont pas encore vu ça. C'est Distance Plus qui a partagé ça en Reel. On a une fin de course chez les femmes qui est complètement folle, là. Le lendemain, classique up and down, un parcours de 11 km, à peu près 1000 mètres, grosso modo. 2 montées, 2 descentes du Mont-Saint-Anne. Parle-nous de la course. Oui, d'abord, moi, dans la vie, là, je suis un grand fan de course verticale. C'est vraiment mon dada. Je me dis, c'est le format de course le plus cool qu'il peut avoir. Mais autant, j'ai ça comme vision. La course up and down qu'on a eue le dimanche, je trouve que c'était le format le plus cool d'un point de vue spectateur, d'un point de vue spectacle. Ça a été exceptionnel de voir les coureurs sur ce parcours-là, avoir 2 grosses montées et 2 bonnes descentes. Ça a vraiment modifié la dynamique de course. On a vraiment vu les forces de chacun. Puis niveau stratégique, ça s'est joué... Ça a été compliqué pour certains, ça a été difficile pour tout le monde. Puis moi, j'ai trouvé que ça a été vraiment un gros show. La montée de la crête s'est fait... ça n'a pas de bon sens, commence à monter vite, tout le monde dans cette section-là. Les couronnes qu'il y avait avant ça sur ce travail, ont-ils tombé ou ça s'est maintenu? Et les couronnes les couronnes ont descendu. Ouais. Mon classement dans la crête a beaucoup descendu, c'est le cas de le dire. Puis après ça, dans les descentes, écoute, il y a des coureurs qui ont descendu tellement vite. Ça aussi, j'ai de la difficulté à croire, là. Tu additionnes la descente de la Nord, qui est au versant nord, et puis la descente de la Pichard. Donc, nos 2 descentes, ça nous fait déjà là près de 1000 mètres de dénivelé négatif. Puis, en additionnant les temps, tu prends le gagnant qui est Daniel Kurtz. Ça lui fait un 12 minutes de descente totale. Donc, c'est un KV, si on veut, en 12 minutes. Donc, réaliser que tu es capable de descendre aussi vite, c'est complètement hallucinant, là. Puis là-dedans, il y avait un 1000 mètres. Il y avait un 1000 mètres d'ascension aussi. Oui, c'est ça. C'est quand non seulement tu as des jambes, tu as des mollets de tête à cause de la montée, puis là, en plus, la descente. Moi, je suis allé voir, je me suis pris au jeu d'aller voir les stats. D'habitude, moi, je suis pas sur Strava, mais je suis allé sur Strava voir ce que les gars ont fait en descente, ce que les filles ont fait. Puis, tu sais, descendre la Pichard à 2,40. Puis c'est pas genre, j'ai pogné une pointe à 2,40. C'est que je suis steadé pendant 3 km. La Pichard, c'est quoi, grosso modo, 3 km de descente? Steadé à 2,40 du kilomètre. Après avoir monté 1000 mètres, je suis pas capable de figurer. Puis moi, une des raisons pourquoi je voulais le faire, ce défi-là, le combo,
c'est parce que j'en parle de ce sport-là, je le suis comme fan, je le suis comme analyste avec le podcast, mais je peux pas me figurer ce que ces gens-là font. Si je vois un ultra, si je fais un 100 miles, il me prend 28 heures, puis le gagnant fait 18, je peux me figurer, tabarnak, il est 10 heures de plus vite que moi. Je peux comprendre comment cette personne-là avance dans le sentier. Je regarde Rémi Leroux puis Alex Ricard faire ce qu'ils font en Europe, je suis pas capable de me figurer l'effort. Là, je l'ai fait. Puis j'avais déjà un immense respect pour ces athlètes-là, bien sûr, mais là, le respect vient d'exploser là, parce que ça n'a aucun sens ce qu'ils réussissent à faire dans les conditions qu'ils font. T'sais, c'est pas de descendre la Pichard, genre je monte la gondole, je monte en gondole, j'ai les jambes fraîches, puis je descends à 2,40. C'est de descendre à 2,40 avec 1000 mètres de dénivelé, puis déjà un 8-9 kilos de fête, c'est complètement débile. Là. Pour nos connaisseurs du système... impérial, ça correspond pas mal à un 4-minute mile pace de descente de Pichard. Donc, entre elles, c'est complètement fou de réaliser qu'on peut aller à ces vitesses-là. Puis la Pichard, oui, ça va vite, mais c'est pas un tapis régulier non plus. Il y a quand même de la roche là-dedans. Puis, c'est glissant, c'est ça que j'allais dire. Moi, je connaissais à peu près toutes les portions de cette montagne-là, le parcours du classique, sauf la première descente vers le versant nord que j'ai trouvé, je veux dire, c'est la plus belle descente que j'ai jamais faite dans un centre de ski. Je sais pas... Qu'est-ce que tu as fait à cette descente-là? T'es-tu allé mettre un petit tapis avant la course qu'on n'a pas vu? T'as-tu... je sais pas qu'est-ce que tu as fait, t'as enlevé les racines, mais c'était la descente la plus smooth que j'ai jamais vue. C'était mou parce que t'es dans un centre de ski. C'était clean, il n'y avait pas une roche, tu peux te laisser aller. Versus, après ça, la Pichard, elle descend vite, mais il y a de la petite roche partout, il y a du sable, c'est facile ce pétariel dans la Pichard. Là. Ah, mais je suis content que tu dises ça. C'est la piste au nord qui s'appelle la Nord, est vraiment pas connue. Il y a peu de monde qui descendent par là, ne serait-ce que les coureurs du QMT sur la portion la plus en bas. Mais c'est vraiment une piste régulière. L'hiver, en ski, c'est une des descentes... qui est moins difficile à descendre parce qu'elle est moins raide. Donc, moi, celle-là, je l'adore. Là. Puis quand je l'ai vue pour la première fois, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a moyen d'aller vite dans ce secteur-là. Fait que cette section-là, là, je l'adore. Puis juste après, ben, c'est aussi la montée de la paradeuse du versant nord, là, qui est un mur en ligne droite. Puis j'ai eu beaucoup de feedback de coureurs qui m'ont dit que c'était cruel, mais en même temps, ils ont vraiment trippé de monter ce côté-là parce que tu peux être 15 minutes en arrière d'un coureur puis tu vas le voir quand même parce que c'est un 300 mètres de dénivelé en ligne droite sur une pente à 30 %. Donc c'est quand même cool à voir aussi ce secteur-là. Fait qu'on parlait sur le vertical, c'était un gros combat en fin de course pour les femmes. Du côté des hommes, sur le classique up and down, c'est là que ça s'est passé parce qu'Alex Ricard a mené toutes les deux premières montées, la première descente, bien sûr. Puis ça s'est passé dans la Pichard. Alex était premier, Rémi était deuxième, puis j'oublie le nom. Daniel Kurtz était troisième. Raconte-nous cette descente de Pichard-là entre les trois hommes. Oui, en fait, je crois qu'il y a eu une vingtaine de secondes d'écart entre les trois hommes au sommet final. Moi, j'étais au sommet du Mont-Saint-Anne à ce moment-là, puis quand j'ai vu Daniel Kurtz apparaître vraiment pas trop loin des deux autres gars, je me suis dit, ben ça va se jouer avec lui. Là. Je pense que Dan, il y a des capacités de descendeur vraiment de classe mondiale. Ouais. Puis quand il est capable de mettre son cerveau à off, il le met à off. Puis je pense que Rémi nous a dit que il courait comme à 2,45 le kilomètre. Puis à ce moment-là, Dan l'a passé comme si c'était un vulgaire jogger. Là. Donc ça n'a pas de sens la vitesse que les gars, les filles sont allées dans cette descente-là. Puis au final, ça nous a fait un podium inversé par rapport à la course du samedi. Dan a fini premier, Rémi a dépassé Alex dans la descente, donc il a fini deuxième. Puis Alexandre Ricard a fini troisième. Donc ça a été notre podium chez les hommes. Rémi devient aussi champion canadien parce que Daniel Kurtz est un Américain. Juste en rappel à ça, avant qu'on passe à la classique des femmes, là, c'était les championnats canadiens. À la clé, il y avait des places pour l'équipe canadienne au championnat du monde qui a lieu en septembre prochain. C'était le gagnant de chaque catégorie qui avait son dossard direct pour les championnats du monde, c'est ça? Absolument. Le gagnant devient champion national et obtient sa qualification automatique pour les mondiaux en 2025 en Espagne. Donc, Alex avait déjà sa place sur le 50 km à Squamish. Ensuite, Rémi gagne sa place pour le Classic Up and Down parce qu'il a terminé premier canadien. Puis après ça, le reste de l'équipe canadienne, je pense que c'est aussi selon les classements. Fait qu'un Rémi qui a fini deuxième sur le vertical pourrait quand même obtenir une place sur l'équipe, mais c'est pas automatique.
Oui, exactement. Athlétisme Canada ont des critères particuliers. Ils vont privilégier un classement mondial, ils vont privilégier les performances récentes sur les championnats nationaux pour former leur équipe. Donc, si tu fais une bonne performance dans un championnat national, tu as des bonnes chances ensuite de faire l'équipe. Course des femmes, le même résultat que la veille, Elisa Morin. Je pense qu'on peut officiellement la nommer la reine du Mont-Saint-Anne pour le week-end. Puis avec la demi-marathon de Québec qu'elle a remporté la fin de semaine d'avant, je pense que c'est comme la reine de la grande région de Québec. Là, je sais pas c'est quoi le titre qu'on peut lui attribuer, mais la polyvalence de cette athlète-là est vraiment impressionnante. Oui, Elisa a été franchement impressionnante. Elle est arrivée là avec peu d'attente en nous disant « j'ai aucune spécifiquement entraînée pour ce type d'épreuve-là. » Et puis, elle nous a montré que vraiment, c'était elle qui avait les meilleurs outils pour performer. Elle nous a dit qu'elle était vraiment en forme, puis ça a paru, là, son niveau de forme, elle a été complètement hallucinante, là, ce qu'elle nous a fait comme show. Elle a gagné avec combien de temps d'avance sur la deuxième? Sur le up and down, elle est arrivée près de 2 minutes, je crois, devant Jade. C'est quand même énorme sur une épreuve de 11 km comme ça, comparé à la veille où il y avait 4 secondes entre les deux premières. Oui, exactement. Puis Jade, qui n'est pas sortie de nulle part non plus, là, c'est une des meilleures athlètes au monde. Elle a fait les courses de la Coupe du monde. Elle a fini deuxième à Broken Arrow, derrière des Kenyans. Donc vraiment, c'est une immense performance de Lisa. Puis j'ai l'impression qu'un peu, c'est le début un peu avec elle encore parce qu'elle est plutôt nouvelle dans le milieu. Ouais. Donc vraiment, là, son plafond, on ne l'a pas vu encore. Là. Non, puis je l'avais reçue très récemment parce qu'elle avait terminé deuxième sur le 50 km à Squamish. Fait que là, elle a comme plein de portes d'entrée pour l'équipe nationale au championnat du monde. Là. En gagnant le vertical puis le classique, elle a officiellement ces 2 places-là. Mais sur un 50 km, elle n'est pas juste bonne sur un niveau régional, provincial. Elle est dans l'élite canadienne, je veux dire, deuxième. Là, elle avait terminé Canyons, le 50 km, elle avait terminé 4e. Fait que le parcours de cette fille-là, comme tu dis, j'ai l'impression que ça fait juste commencer. On ne veut pas y mettre de pression, mais à date, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche, ça devient de l'or là, pour elle. Oui, Elisa, reste dans notre monde, s'il te plaît. Oui, on le sait que t'aimes la route, mais c'est le fun, le trail. Oui, exactement. Donc, c'est très cool de t'avoir vu, Elisa, au Mont-Saint-Anne. On a apprécié aussi, on a fait des sorties de reconnaissance ensemble. Donc, on voit qu'elle prend ça quand même au sérieux, malgré ce qu'elle peut dire. On voit quand même que c'est une athlète très professionnelle dans ce qu'elle fait. Puis c'est ça, là, j'ai vraiment apprécié l'avoir ce week-end avec nous. Là. Je pense qu'elle coche toutes les cases des athlètes qu'on aime suivre en trail, dans le sens où elle a une discipline nécessairement, je veux dire, pour performer à ce niveau-là, mais elle est très à la cool. Tu sais, tu jases avec elle après la course, puis t'as fini premier ou dernier, elle s'en fout complètement, puis tu sais, un peu ce qu'on retrouve chez Marianne, chez plein d'autres athlètes de trail, oui, il y a la discipline, c'est important, mais il y a le côté très, très fun qui semble présent. Tu sais, je veux dire, t'as voyé dans le village, en bas, à l'arrivée, puis c'est tout sourire, jase avec tout le monde, puis elle fit vraiment bien dans la communauté trail. Fait qu'on le sait que t'aimes la route, Elisa, mais amuse-toi en trail. Nous, en tout cas, on aime ça de voir aller. Oui, exactement. Là, je sais pas s'il est trop tôt pour les bilans. Ça fait 5-6 jours que tout ça s'est terminé. Tu me disais que tu étais encore sur le buzz Défi des couleurs. Ça a été une fin de semaine probablement très intense pour toi. En plus, je te fais déplacer du Mont-Saint-Anne au Lac-Beauport pour venir te les geler en entrevue. On est loin du feu en plus. Je blague bien ça, mais en termes de bilan, qu'est-ce que tu retiens de cette première édition-là? Puis est-ce que tu es déjà en mode optimisation pour l'an 2 de ces championnats-là? Oui, absolument. Moi, c'est sûr, mon cerveau, il s'éteint pas. Là. Je vois des belles choses qui ont été faites. Je vois des petits points que je me dis, ça, on pourrait améliorer ça pour l'an prochain. C'est sûr, un des grands défis qu'on avait, c'était... en course en montagne, on veut lui donner de la visibilité. Donc, on voulait avoir de la caméra qui était sur place. On voulait avoir du monde qui couvre l'événement. Donc, du côté de Distance Plus, chez Yannick, toi aussi, tu nous en as donné de la visibilité. Donc, c'est très cool. Puis ça a permis ça fait en sorte qu'on a eu des belles images à offrir parce qu'il s'en est passé des choses sur la montagne. Puis, avoir de la caméra derrière, ça nous a permis de vraiment bien vivre et bien comprendre ça. Oui. Fait que pour l'an prochain, on va passer encore plus de temps là-dessus à essayer de vraiment essayer de trouver comment avoir un maximum d'images puis pouvoir raconter ce qui s'est passé sur la montagne. Donc ça fait partie un des défis qu'on va avoir pour l'an prochain. Puis, ça, Julien, c'est la discussion qu'on va avoir à micro fermé en prenant notre deuxième café tantôt. Là. Attends, j'ai déjà parlé à du monde. Parfait.
Donc, sinon, côté parcours, est-ce que l'an prochain, on s'attend à avoir quelque chose qui va être assez similaire? ouais, on va essayer le plus possible de garder les parcours comme ils sont en place parce que c'est toujours le fun quand on peut avoir des marges de comparaison par rapport à des parcours existants. Donc, les parcours qu'on a donnés cette année avaient bien du sens. Le feedback qu'on a eu pour l'instant des coureurs, c'est que c'est des parcours qui étaient logiques pour eux, qui étaient agréables. C'est sûr que tout le monde m'a raconté qu'il y avait les quads et les ischios complètement détruits. Donc moi, je prends ça comme un plus, puis que ça a été une réussite si on a réussi à détruire des fibres musculaires dans les descentes pour les coureurs. Donc ça sera à discuter. Mais pour l'instant, je pense que les parcours risquent de se ressembler pour l'an prochain. Très cool. Je pense que je parlais avec du monde qui n'était pas là, qui avait le faux mot dans le piton de dire hey, « je n'étais pas là, puis j'aurais voulu être là ». Je pense qu'il s'est passé quelque chose de spécial, puis il y a un certain Nicolas Fréret, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le paraphraser, mais on s'écrivait parce qu'il me demandait comment c'était sur le terrain. On a une conversation avec Nicolas Fréret, Messenger, il y a beaucoup de choses qui se disent là, vous pouvez vous imaginer. Puis il nous demandait, vu que Dan était impliqué avec On, et moi j'étais là comme coureur, puis il dit « de loin, j'ai vraiment l'impression il va y avoir un avant et un après ça. » Puis tu sais, Nico Fréret, je pense qu'il y a eu une bonne lecture. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé en fin de semaine. Je pense que ça l'a piqué beaucoup de curiosité. Ça l'a amené à un niveau de compétition jamais vu, avec tout le respect pour les autres événements qu'on a au Québec. Tu as réussi à assembler le plus gros plateau élite qu'il y a jamais eu parce qu'il y avait des championnats canadiens à la clé, parce qu'il y avait des bourses intéressantes pour des athlètes qui veulent se professionnaliser ou en tout cas gagner une partie de leur vie avec ça. Je pense que c'est important. J'ai l'impression qu'il y a un avant puis un après, puis je pense que tu y es pour beaucoup. Fait que, au nom de la communauté, je t'en remercie, Julien. C'est très hâte ce que tu as organisé. Merci Yannick, c'est vraiment gentil. On aura certainement l'occasion de se reparler. De toute façon, on a un deuxième café puis une conversation à avoir. Je vais aller, avant qu'on termine l'épisode, aller jaser un peu avec Fred Laflamme qui est là avec le camp de base pendant qu'il nous fait un café. Puis pour la deuxième fois, je te remercie. Merci beaucoup d'être venu du Mont-Saint-Anne au Lac-Beauport pour venir jaser puis nous faire un petit bilan de ce défi des couleurs. Bien, merci Yannick, toujours cool de vous voir dans votre coin de pays. Merci. Fait fret, hein? Fred, ça tente-tu de jaser un peu? Why not? Fred Laflamme, tu es le propriétaire du magnifique camp de base qui est en fait un café mobile dans ta vanne. C'est toi qui as proposé l'idée, hey, on fait-tu quelque chose, une petite run matinale? On a développé ça dans un petit brainstorm à un moment donné, puis ça a donné un événement vraiment cool. On a eu une quarantaine de participants ce matin qui sont venus courir le 5 ou le 10 la clinique du coureur. On a eu bien du fun. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être là et d'avoir organisé ça, d'avoir embarqué dans le projet. Parle-nous du camp de base. Là, on est devant, c'est magnifique. C'est ta vanne dans laquelle tu vis. Que tu as transformé en café, carrément. Oui, carrément. En fait, il y a un petit moment, j'avais fait comme un genre de petit défi de course puis tout ça, puis les moments café étaient devenus un peu clés, là, fait que je savais plus trop ce que j'allais faire avec ma vanne après tout ça, à part faire des voyages, puis dormir dedans, tout ça, c'est bien. Mais j'avais le goût aussi de partir une entreprise à un moment donné. J'ai comme marié un peu mon amour du café avec ma vanne. J'ai tout mis ça ensemble. Puis je me suis dit, crème, je vais me faire un café mobile. La course en sentier, ça fait quand même un petit moment, là, ça va être 3 ans là, que j'en fais pas mal. Puis je me suis dit, crème, ça serait quand même un beau concept à amener puis à aller offrir sur le terrain. Fait que, tu sais, c'est né plus autour de la pêche puis de la chasse originalement, parce que j'étais un peu tanné de boire du café ordinaire, on va dire ça comme ça. Puis là, j'ai décidé de stepper up ça un peu, puis d'amener le même service que tu as dans un petit café de quartier, mais de l'offrir en nature. Où est-ce que les gens sont. Fait que j'allais les chercher sur le terrain, finalement. Puis ça a bien fonctionné. Je pense que je suis tombé dans quelque chose. Ah, clairement. Puis c'était une première qu'on essayait comme ça pour le fun. Puis le monde a répondu à l'appel. T'sais, on a lancé ça, puis on a fait un peu de promo sur les médias sociaux. Mais après ça, c'est quand même un vendredi à 6 h du matin. Là. Le monde de trail sont craqués. Mais en ce moment, on s'est levé le matin, puis il y avait du gel au sol. 40 personnes qui se pointent comme ça, avec pas trop de promotion, juste un appel comme ça. C'est malade. Je pense qu'on va être obligé de leur faire, Fred. Je pense qu'on n'aura pas le choix, ouais. Puis un matin, je suis arrivé, j'avais pas d'attente. Puis quand j'ai vu le parking plein à 6 h, j'étais comme, OK, c'est bon, ça marche, on est là. Puis c'est correct. Je suis vraiment content du résultat cette saison-ci. J'ai parti la saison avec pas tellement d'attente. Puis plus que ça allait avancer dans la saison, puis plus que le téléphone sonnait, puis plus qu'on en voulait de bons produits, finalement, sur le terrain. Puis ça, je suis extrêmement content et reconnaissant
intéressant. Là. La communauté de trail puis de course à pied a vraiment comme répondu puis me supporte là-dedans. J'ai aussi, je vais faire un shout-out à Denis Thibodeau de Salomon qui m'a aussi un peu pris sous son aile, m'a envoyé dans des événements différents aussi. Ça m'a vraiment aidé aussi à me faire connaître puis sur le terrain. Là, tu sais. Ouais, puis je pense que l'association est là, tu sais, à Québec depuis longtemps. Il y a les Cute qui boivent du café dans leur run matinale. Le 6cm, tu es impliqué avec le 6cm à Lac-Beauport. Je pense que l'association course en trail, café est solide, puis le monde aime ça, le petit café d'après-course ou en plein milieu de la course, peu importe. Fait que c'est un succès garanti, ça, c'est très cool. Très organique, disons, comme mix, ça marche très bien. Puis c'est le fun, tu sais, c'était un peu ça que j'essaie de promouvoir, là, au final, c'est le moment café. Ouais. Soit avant, tu sais, ça dépend de qu'est-ce que tu fais, mais tu sais, avant d'aller chasser, pêcher, quoi que ce soit, tu sais, souvent, on prend tout notre café le matin ou presque, tu sais, c'est très populaire, puis il y a beaucoup de gens qui boivent du café. Fait que, tu sais, le moment que tu prends ton café le matin, tant qu'à moi, il est aussi valide que ta petite bière d'après, tu sais, fait que, et vice-versa. Puis dans notre monde, un peu, c'est le petit moment, justement, de social, post-course, tout le monde aime ça. Puis de ce temps-ci, avec la température, mettons que ça fait du bien, un petit café chaud. Oui, puis le petit feu en plus que tu as installé là, puis tout, c'est malade. Merci beaucoup, Fred, d'avoir organisé ça. Merci à toi, Yann. Comme d'habitude, je remercie NAC, qui est le partenaire principal du podcast. Je remercie Noctem et Mox, le nouveau partenaire du podcast. Et je remercie bien sûr, comme d'habitude, David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Et je vous dis à bientôt, la gang, pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.